le Lille de l'époque, qui est quand même l'équipe, une des dernières équipes à remporter un titre avant l'ère Qatari, a marqué toute la décennie, en fait, a lancé cette décennie. Parce que pour moi, tu vois, j'arrive pas à retenir, par exemple, une équipe du PSG, tu vois, vraiment, Ouais, dans cette décennie. J'arrive à retenir des joueurs, ouais, Zlatan, Cavani, etc. J'arrive pas à retenir des équipes. L'équipe que je retiens, c'est l'équipe de Lille et Montpellier ensuite, mais l'équipe de Lille avant tout, parce que c'était champagne. Champagne dans tous les sens, des joueurs dans leur prime ou presque, ouais, peut-être pas nécessairement niveau stats individuel avec Eden Hazard, mais niveau vraiment réussite personnelle avec tous les cadres qui composaient cette équipe, ouais, moyenne d'âge quand même très expérimenté, pas loin de, à mon avis, des 27-28 ans ouais, comme moyenne d'âge, avec beaucoup ouais. de trentenaires. Vraiment, c'est cette équipe que je retiens avant tout. Donc pour moi, Lille était plus forte, plus impressionnante, même si certains diront que la concurrence aujourd'hui est peut-être plus forte, un championnat plus serré. Ça aussi, on pourrait en débattre des heures. Ben, c'est vrai que quand tu regardes les successeurs de Lyon, après ce septennat de Lyon, tu as Bordeaux, Marseille, Lille et Montpellier. Puis après, tu as le règne parisien avec entre deux Monaco qui remporte le championnat en 2017. Et c'est vrai que de ces 5 équipes-là, Lille, quand même, ça reste quand même l'équipe que moi je retiens aussi. Parce que c'était vraiment une équipe explosive. Moi, je pense notamment au trio d'attaque Eden Hazard, Moussasso, Gervinho. C'était imprenable. D'ailleurs, cette année-là, en 2011, Moussasso finit meilleur buteur de la saison avec 26 buts. Gervinho, 15 buts, 10 passes D. Eden Hazard, 7 buts, 8 passes D. Mais c'était une équipe qui jouait au ballon. C'était résolument offensif et surtout avec des joueurs qui aimaient dribbler. Eden Hazard, c'est pas celui qu'on connaît au Real, là. C'est pas celui-même qui était à Chelsea. Je trouve que le Eden Hazard de Lille, il avait ce côté insouciant. Il avait ce côté, comme ce qu'on dit souvent de jeunes joueurs, que lorsque, voilà, quand ils commencent leurs premières années, ils sont pas trop calculateurs, ils sont pas dans le calcul. Eden Hazard, clairement, ses premières années à Lille, c'était un pur dribbleur. Il aimait éliminer. Gervinho, pareil. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il s'appelle Gervinho, parce que son vrai Ouais. nom, c'est Gervais Yao Kwasi, mais on l'appelle Gervinho parce qu'il avait ce toucher de balle brésilien. Il avait ce dribble chaloupé. Tu ne savais jamais ce qu'il allait faire, en fait. Et je trouvais vraiment que ce trio d'attaque était complémentaire avec un Moussasso qui avait pour particularité cette année-là, en 2011, de n'avoir délivré aucune passe décisive. Il était là que pour planter, lui. Tu vois, c'était Bah, c'était Hazard. son prime, c'est ce qu'on demande à un attaquant avant tout, donc ouais. C'est ça, tu vois, t'avais Eden Hazard qui était un peu ce chef d'orchestre, ce milieu de terrain un peu à la fois ailier et meneur de jeu. Gervinho qui était un peu ce génie, ce joueur génial qui à tout moment pouvait te faire un passement de jambe, une virgule, un petit pont. Et Moussasso, souvent avec son remplaçant de Toulier Demelo, qui était là pour Et finir. puis Gervinho, pour ceux qui veulent encore de ses nouvelles, c'est toujours ce même dribbleur, hein. Alors il est plus du tout aidé dans son équipe de Parme, mais il a toujours ce toucher vraiment et cette facilité dans les petits espaces. C'est juste beau. Je trouve vraiment que ces deux ailiers dans une équipe, Gervinho-Hazard, c'est vraiment pas loin d'être les ailiers du siècle un peu en Ligue 1. Ouais, ouais, mais c'est marrant parce que, tu vois, bon, Eden Hazard, malheureusement, il a cette carrière qui est un peu décevante, même s'il a remporté le championnat à Chelsea, même s'il l'a remporté également au Real. Je pense qu'il aurait pu faire beaucoup plus que ce qu'il n'a fait aujourd'hui. Tu vois, il a certes cette demi-finale en Coupe du Monde, mais je pense que personnellement, quand tu vois ce qu'il faisait à Lille, notamment sa dernière année, donc c'est pas l'année du titre, hein, parce qu'il part un an après le titre, où il finit la saison avec 20 buts et 15 passes D, tu te dis Eden Hazard, c'est peut-être le futur Messi droitier. Vraiment, hein. Et c'est pas forcément ce qu'il a été à Chelsea, et c'est encore moins ce qu'il a été du côté du Real. Et c'est vraiment dommage, parce que quand tu le vois à Lille, notamment en 2011 et 2012, tu te dis, waouh, ce mec-là, c'est un crack, quoi. Il va exploser tous les compteurs. Et Gervinho, pareil, parce que lui, il part après le titre, il va à Arsenal, et malheureusement, ça matche pas, et il se relance derrière la S Roma. Et voilà. Et c'est dommage parce qu'ils ont vraiment connu, je pense, leurs meilleures années à ce moment-là, quoi. Cette année de 2011 était folle. J'entends tes arguments. Après, il faut pas oublier quand même qu'à Chelsea, il était vraiment arrivé un peu comme un sauveur. On en attendait beaucoup et je trouve qu'il a rempli les exigences, notamment ces deux dernières saisons sont exceptionnelles point de vue statistique. Il est adoré par les supporters encore aujourd'hui et je suis sûr qu'un retour là-bas lui ferait beaucoup de bien
aussi sur le plan affectif, tu vois. Donc son passage à Chelsea pour moi est réussi. Avec la Belgique, il a toujours été au niveau. C'est lui qui a porté cette équipe avec Kevin De Bruyne quand elle devait être portée, notamment en Coupe du Monde. Eden Hazard, c'était un des meilleurs joueurs de la Coupe du Monde 2018. On n'en parle jamais assez pour moi. Ensuite, frérot, c'est que tu sais très bien que tu parles de Chelsea. J'aurais attendu quand tu quittes Lille et que tu joues notamment ta première Champions League un an après avoir gagné le titre et qu'après tu pars à Chelsea. J'aurais voulu voir justement Eden Hazard en demi-finale de Champions, en finale de Champions. Il n'a pas joué pour moi assez de grands rendez-vous, notamment en club, au niveau européen, pour me dire que ce mec a vraiment réussi son passage à Chelsea. Même s'il a remporté la Ligue Europa face à Arsenal, j'aurais voulu le voir un peu plus dans les grands moments en Champions League, ce que je n'ai pas assez vu. Tu vois, c'est pour ça que je me dis, mince, c'est dommage, quoi. Parce qu'un joueur comme ça, tu aurais voulu le voir à ce niveau-là. parce que non, je comprends que tu avais des attentes assez énormes. Après, il fallait pas non plus espérer que ça devienne Messi. On attendait un joueur énorme, ce qu'il est déjà, et c'est d'ailleurs pour ça que le Real l'a voulu. Après, maintenant, il joue aussi pas mal de malchance aussi, hein, on va pas se mentir. Il a attrapé le Covid, je crois que 2 fois. En plus de ça, il a toutes ses blessures. Bon, tu vas me dire, il y a aussi le problème de l'hygiène de vie, et je vais pas te dire le contraire. Mais quand même, j'ai l'impression que depuis le départ, c'est voué un échec cette histoire de Real parce qu'il y a déjà le montant du transfert qui est beaucoup trop élevé pour déjà être rentabilisé. Il faudrait qu'il soit à un niveau d'efficacité similaire à Cristiano Ronaldo, limite. Donc, Mais pour moi, le hasard de 2011 est plus fort que le hasard de 2021. Le hasard de 2011, de 2021 ne parvient plus à faire des différences. ouais, après, C'est plus ce mec qui percute. Tu vois, c'est moi, plus ce mec. vraiment, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Après, oui, parce qu'il avait ce côté dribbleur, etc. Mais quand même, il ne faut pas oublier que Hazard en 2018, c'était encore quelqu'un, tu vois. Ouais, oh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et quand tu regardes aussi le milieu de terrain, il est très intéressant de Lille, Alex, avec donc un milieu de terrain 100% français autour de Rio Mavuba, Johan Cabaye et Steve Balmont. Non, c'est Florent Balmont, excuse-moi. Florent Balmont, mais ouais, non, mais Balmont, pardon. c'est vraiment un milieu de vrais travailleurs. Alors là, c'est le travail avant tout. C'est pas des grands noms, c'est pas des mecs qui ont fait des grandes carrières, mais voilà, c'était finalement les joueurs de complément qui étaient importants dans le système Rudy Garcia pour faire briller ces attaquants exceptionnels. Est-ce que Lille avait vraiment besoin de joueurs meilleurs que ces trois-là? Je suis pas convaincu. Oui, l'animation offensive était folle, mais c'est aussi une très grosse défense. C'est Ah, aussi bien une sûr. très grosse défense. La tour de contrôle avec Adil Rami qui à l'époque était en fait Adil Rami n'a jamais été aussi bon qu'avec Chedjou. C'est simple, en fait je trouve qu'après Adil Rami dans chacun de ses passages a été soit moyen, soit bon par intermittence avec Valence, tu vois, C'est vrai. Ouais, pour ne plus jouer ou carrément disparaître des radars et juste aller finalement malheureusement toucher son chèque bien comme sûr. à Sochi où il a juste été payé, il a même pas joué un match quoi. Là, il est à Donc Boavista, il est au Portugal, là, Boavista, je crois. Boavista qui est en queue de classement d'ailleurs, donc tu vois Ouais, ouais. malheureusement, on va dire malheureusement et heureusement, c'était le meilleur Adil Rami à l'époque. Ouais, ouais, c'était une défense effectivement très, 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 très robuste, hein, quasiment 90 de moyenne. Seulement 4 défaites. Cette année-là, en 2011, il faut quand même le faire. Perdre seulement 4 fois dans une saison, c'est pas facile. Grand Euh, gardien, pardon? grand gardien évidemment, Michael Regarde, Landreau. Michael Landreau aussi, et aussi deux latéraux qui à l'époque commençaient déjà à se faire un nom, Mathieu Debuchy d'un côté et Franck Beria de l'autre. Mathieu Debuchy qui est actuellement du côté de Saint-Etienne, capitaine, et à gauche Franck Beria qui lui aujourd'hui directeur. Il a un poste au sein de la direction lilloise. Je crois qu'il est en charge, il est en partie en charge du recrutement. Franck Beria, je sais pas si ça te parle, tu t'en souviens? Bien sûr, bien sûr. Après, Droitier. Ouais. oui, oui. Non, mais après, justement, je trouve que c'est le joueur parmi le 11 Lillois dont on parlait le moins, finalement. Vraiment, à côté de ça, on parlait énormément de Debuchy, tu vois, Ouais. de son apport vraiment très complet. On parlait même plus de Balmont que de Beria, je trouve. Parce que Beria, il avait quel âge Beria à l'époque? Il était quand même assez. Jeune, Il ouais. avait son âge, hein, il faisait son âge, hein. Ouais, Donc, 25, ouais, ouais.
Mais c'était au final sur le papier, c'était pas un latéral qui pouvait prétendre à l'équipe de France ou à quoi que ce soit, tu vois. Mais c'était un joueur d'équipe. C'était un Bien joueur sûr. d'équipe qui avait fait sa saison, ses saisons en fait, ses saisons parce que c'est la régularité qui a primé finalement avec lui. En joueur, j'ai quand même l'impression que cette équipe de Lille de 2011, c'est une équipe locale, une Ouais, équipe de revanchards et une équipe francophone. D'abord locale, parce que exactement. pas mal de joueurs qui sont issus du centre de formation. Je pense notamment à Mathieu Debuchy, je pense à Johan Cabaye, à Eden Hazard, des joueurs qui sont issus du cru, qui sont nordistes ou qui viennent de Belgique. Alex. Oui, et puis les histoires très, très complexes de Rio Mavuba et Adil Rami, par exemple, qui viennent s'ajouter à ce tout. Vraiment, et puis même Michael Landreau d'un côté ou d'une autre, hein, ou d'un autre. Donc vraiment, c'était atypique. C'était atypique, c'était francophone et c'était l'avènement finalement de quelque chose. C'était la victoire d'une équipe française. Vraiment, Ouais, ouais, c'est vraiment. ça. C'est ça. Alors C'est ça. aujourd'hui, les équipes n'ont jamais été aussi internationalisées. C'est difficile de garder une identité finalement. Non seulement une identité de jeu, mais une identité aussi parce qu'au final, ça reste des clubs d'un championnat. Donc c'est logique que les supporters, notamment dans des clubs qui ont les moyens et qui ont des centres de formation dignes de ce nom, surtout le centre de formation lyonnais, avec un Maxence Cacré qui est quand même plus sur le banc qu'autre chose cette saison, tu vois, alors il a brillé durant le Final Eight et l'an dernier quand on lui a donné l'occasion de le faire. Donc, ouais, forcément, forcément. Après, c'est sûr, on connaît aussi la faculté de Rudy Garcia à lancer des jeunes. Il en a À lancé. Lille, cette équipe française, du cru, nordiste, mais aussi francophone, parce que je voulais mettre l'accent sur ces joueurs qui étaient francophones, mais qui n'étaient pas forcément français ni nordistes. Je pense notamment donc à Gervinho, mais aussi Idrissa Gueye, souviens-toi. Idrissa Gueye, Gana Gueye, euh, Gueye qui vient du centre de formation des Djambar. Djambar, donc au Sénégal, qui avait un partenariat donc, avec Lille, qui arrivait à Lille très tôt et qui a connu son premier titre, hein, ses premières coupes avec le LOSC. Je te rappelle, hein, le Lille pardon, de 2011 avait fait le doublé. Championnat et Coupe de France, notamment en battant le Paris Saint-Germain en finale. Je m'en souviens. Mmh. Ganaye, je crois, était titulaire sur cette finale-là. Voilà. Il y a aussi Pape Soirée, le latéral gauche. Je ne sais pas si tu as des souvenirs de Pape Soirée. Et ensuite, il a fini à Crystal Palace, je me souviens. Très grosse frappe, le Sénégalais, Ouais. latéral gauche, et enfin donc Aurélien Tchédjou. Mais voilà, c'était cette belle identité française, nordiste, qu'on n'a pas Ouais, forcément retrouvée du il y avait côté. aussi il y avait Aubragnac. Il y avait Aubragnac sur le banc, Pierre-Alain Fro. Tu vois, c'est pareil. Ouais, Aubragnac, ouais. franco-polonais, qui a représenté la Pologne. Donc vraiment, c'était Tullio de Melo qui parlait bien français, il me Ouais, semble. il avait joué au Mans, c'est la connexion du Mans. Oui, voilà, c'est ça. Il manque juste Daisuke Matsui et graffité dans le lot. Mais Ouais, vraiment, c'était un tout. Et tu sens que il y avait un esprit. Parce que c'est ça, au bout d'un moment, quand tous les mecs parlent la même langue, ouais, aussi bien au figuré qu'au sens propre, ouais. ça donne une équipe qui marque des générations. Pourtant, on Je suis était jeunes. Enfin, j'étais d'accord. jeune. Ouais, ouais, tout à fait. Et tu vois, au-delà même en fait de la langue qui est partagée, de la francophonie, je pense qu'il y a aussi ce côté revanchard. Parce que quand tu regardes cet effectif, notamment le 11 de départ, t'as des mecs qui sont passés hors les radars, qui ont Mm. dû cravacher pour gagner leur place en fait dans le monde professionnel. Regarde Adil Rami. Ouais. Adil Rami, l'agent municipal de la mairie de Fréjus. Aurélien Tchédjou, qui allait se perdre en Espagne au centre de formation de Villarreal avant de rejoindre des clubs amateurs pour jouer en CFA avec le LOSC B et enfin gagner sa place au sein du groupe pro. Tu regardes Balmont, qui est issu du centre de formation lyonnais, qui ne parvient pas à s'imposer au sein du groupe pro et qui après bourlingue, passe par Nice et arrive après à Lille. Voilà, et fait cette saison stratosphérique. Et enfin, tu l'as dit, Rio Mavuba, qui est né, je le rappelle, sur une pirogue en allant en France, sur la mer Méditerranée, qui perd ses deux parents très tôt, qui est apatride jusqu'à 20 ans, à qui on accorde la nationalité française quelques semaines avant d'avoir sa première sélection avec Raymond Domenech, qu'on perd de vue aussi, à Bordeaux puis Villarreal, et qui se relance en fait après à Lille. Tu vois, c'est un groupe de revanchards. Et je pense que ça a beaucoup joué aussi quand on sait que Rudy Garcia, il aime ces hommes-là aussi. Il aime ces joueurs. Exactement, et je trouve que aujourd'hui ça manque de ces équipes-là. Il y a plus vraiment en Ligue 1, il y a pas, je peux pas te ressortir aujourd'hui une équipe qui me marque de par le parcours des joueurs, vraiment. J'aurais C'est dit Montpellier, j'aurais dit Montpellier de Zakarian.
Il y a vraiment des profils assez intéressants, ouais. Oui, non, mais notamment le duo Savanier-Delors, bien Ouais, ouais, sûr. ouais, bien sûr. Bien Sambia, sûr, je Sambia, la board aussi, ouais. forcément. Même tu vois, le fait qu'il y a un mec comme Hilton Ouais, ouais, qui ouais. défie les lois de la physique, de tout ce que tu veux. Le Je te Talek aussi, suis. qui est passé par je sais pas combien de clubs. Tu sais, j'avais calculé, Souquet, le Talek et Delors, c'est 25 clubs à eux Ouais, trois. non, mais je te suis, mais tu vois, Ouais. ça pourra jamais nous marquer autant parce que c'est une équipe qui va finir 7-8e, quoi. C'est Bien pas sûr. une équipe qui va jouer le titre. Alors que Non. pourtant, tu as le plus faible Paris Saint-Germain Ouais. depuis 2011. Et c'est vrai que quand tu compares finalement cette équipe que moi je considère comme revancharde avec des jeunes issus du cru, parce que c'est ça en fait le Lille de 2011, c'est des revanchards, des jeunes issus du centre de formation, des jeunes qui ont joué avec Claude Puel, parce qu'il y a aussi un sens de l'histoire dans cette équipe de Lille de 2011. Tout a commencé avec Claude Puel en 2002, tu vois, qui a compté sur les jeunes d'abord, qui les a fait jouer, Aurélien Tchédjou, les Eden Hazard, les Johan Cabaye, les Debuchy, il leur a fait goûter au monde pro, ils ont grandi, et puis en 2008, Puel transmet le flambeau, le flambeau, le relais à Rudy Garcia, qui fait le travail en fait, tu vois. Il y a vraiment une suite logique et c'est un peu ça, cette équipe. Des revanchards, des jeunes du centre de formation nordiste qui grandissent et qui maturent, et aussi, je pense, un coach aussi qui est charismatique. Un coach aussi qui a du vécu, un coach qui vient de loin, parce que Rudy Garcia, c'est aussi un ancien joueur, un joueur professionnel, mais qui a connu énormément de galères au cours de sa carrière professionnelle, qui a dû y mettre un terme très tôt, à 28 ans, à cause de blessures, qui a dû derrière se reconvertir en universitaire. Il a passé un diplôme de STAPS, il est devenu préparateur physique, et après il a coaché des petits clubs, Dijon, puis après Le Mans de Stéphane Sessegnon, de Matsui, de Bacha, de Tullio De Melo, et après il Oh, arrive à Lille. Hein? oh, oh. Ah ouais, ouais. Bacha, ouais, c'est Bacha, tu t'en souviens, à l'ancienne. top défenseur, rock, Ah, rock. c'est ça. De la même race que les Chris, que des vrais rocks, des défenseurs à l'ancienne. Et c'est ça, je pense qu'en fait, l'équipe du LOSC de 2011 était à l'image de Rudy Garcia. Et beaucoup plus à l'image de Rudy Garcia que l'équipe de Lyon de 2021. Où c'est Ouais, vraiment le crack ouais, dès le plus ouais. jeune âge. Ouais, Et je pense que c'est aussi pour ça que aujourd'hui, à notre époque, il est beaucoup plus critiqué qu'il ne l'était à l'époque. Tu vois? Vraiment, c'est-à-dire, aujourd'hui, on lui reproche des tas de choses, aussi bien au point de vue joueur, ceux qu'il a laissé partir comme Guiri et cetera, à l'époque, tu pouvais rien lui dire, tu vois? Parce que tout marchait bien sûr. et en fait, il s'était rendu la tâche facile, en fait. Ouais. Mais en fait, il avait le même vécu que ses joueurs. Ouais. Il avait le même vécu que ses joueurs. Donc, Non, mais forcément, voilà, et c'est pour ça que pour toute cette, osmose que ouais, personne n'a pu et ne pourra défaire, je trouve que cette équipe a marqué plus que les autres la dernière décennie, quoi, c'est tout. ouais, c'est ça. Et c'est marrant, tu vois, tu parlais tout à l'heure de ces joueurs qui sont sur le banc et qui sont issus du centre de formation lyonnais et que Garcia ne fait pas jouer. Moi, je pense que le Garcia de 2011, il aurait titularisé Ryan Cherki.